Bonsoir, soyez les bienvenus sur Watch TV, mercredi 20h, c'est le rendez-vous de Broadcast Time, le magazine du broadcast, des nouveaux médias, des Web TV avec mes camarades de jeu, Fabrice Arad, salut Fabrice. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Et Stéphane Faudeux, le fondateur, patron de MediaQuest et de Sonovision désormais. C'est ça. Salut Stéphane. Salut Benjamin, c'est Fabrice. On est ensemble pour une émission un peu spéciale, vous l'avez remarqué, c'est un peu la fin de l'année et on va justement pendant cette demi-heure revenir sur ce qui nous a marqué en 2015. On va pas le faire tout seul, on est avec un invité que vous avez déjà croisé dans Broadcast Time si vous êtes attentif, François Abbé, le fondateur de Mesclado. Salut François. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Eh ben écoute, on est ravis de t'accueillir à nouveau dans Broadcast Time. Rappelle-nous Mesclado, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ? En 2 mots, on est architecte et conseil. Alors on ne fait pas de bâtiment, mais on travaille sur des gros systèmes informatiques qui permettent de produire et distribuer de l'audiovisuel. On accompagne des clients qui sont des groupes de médias ou des sociétés de services qui travaillent pour ces groupes de médias. On est indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas commissionné par un vendeur ou une marque en particulier. C'est important, ça veut dire que vous êtes objectif. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, vous êtes libre. Objectif et libre, ça nous va bien. On va commencer par une question assez ouverte finalement sur cette année 2015 qui se termine. Peut-être qu'on peut, je vous propose de chacun y répondre. Finalement, Stéphane Faudeux, qu'est-ce qui s'est passé d'important cette année ? Qu'est-ce qui domine quand tu penses rétrospectivement à 2015 ? Sur l'année 2015, en fait, c'est à mon avis, on le dit souvent, mais je pense que c'est peut-être plus vrai cette année que les années précédentes. C'est une année de transition, c'est-à-dire qu'on a des produits qui arrivent dans un âge un peu adulte, dont je pense qu'on parlera tout à l'heure, que ce soit l'UHD, que ce soit l'IP, que ce soit des technologies comme le HDR. On en a beaucoup parlé en 2015, mais ils vont prendre, je dirais, racine et se développer l'année prochaine. Il y a pas un... C'est un peu ce que tu as dit l'année dernière déjà, si je me souviens bien. Ouais, c'est pour ça. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis qu'on le dit régulièrement. On le dit régulièrement. Ouais, notre difficulté, en fait, je pense, un peu peut-être à nous tous, ou à moi en particulier, c'est de... comme on baigne à chaque fois dans l'innovation, on est toujours un petit peu en avance de phase, quoi. Donc on parle de produits, on parle de technologie avant tout le monde, et le temps et ça arrive, c'est toujours plus long que prévu. Et donc le temps que ces produits, je dirais, mûrissent, maturent un petit peu, on se fait rattraper après par la réalité vraie du monde du broadcast et de la télévision, et donc on dit c'est une année de transition. Ouais. C'est une transition. Mais je pense réellement que 2016, il va y avoir des grosses étapes qui vont... Il va se passer des choses. Il va se passer des choses, ouais. Et puis l'économie est un peu plus, malgré tout, un tout petit peu plus souriante qu'il y a 2 ans, ou même qu'il y a 1 an. Donc il va y avoir des événements importants, et on en parlera aussi sans doute plus tard, mais des gros événements sportifs l'année prochaine, donc des investissements, donc ça va aussi marquer des étapes technologiques. C'est toujours drainé et drivé par un événement. Ouais, on pourrait chanter « Si tu vas à Rio », entre autres. Voilà, on va tous aller à Rio, enfin c'est pas sûr, mais en tout cas Rio va être intéressant à suivre. Fabrice, notre regard à nous, peut-être un peu moins broadcast que Stéphane. Nous, on a une évolution on a quand même quelque chose qui apparaît nettement, c'est qu'il y a le retour de l'IP, de l'informatique, on va dire, sur le domaine qui nous concerne. Mine de rien, le retour ou l'arrivée, tu veux dire ? Je dirais les deux, parce que en fait, pourquoi le retour ? Parce qu'on nous avait promis l'informatique il y a très longtemps, en disant vous allez voir, ça révolutionne tout, puis ça s'était calmé. Et là, cette année, on sent bien qu'il y a... c'est pour ça que j'utilise le mot retour, parce que là, il y a une accélération. Ouais. On l'a vu à l'IBC. On l'a vu à l'IBC, c'est la mainmise en fait des softs aujourd'hui. Mine de rien, les mélangeurs, si tu n'as pas le soft qui va derrière, le mélangeur, on a l'impression qu'il existe un peu moins. Il y a des fonctionnalités qui sont ouvertes grâce au soft. Et aujourd'hui, il y a aussi des possibilités miniaturisées, les téléphones et autres, qui font que c'est de l'informatique. Ouais. Qui améliore. Le H264, on est pour l'instant sur de l'informatique, c'est plus les Amazon H265 pardon, c'est Amazon ou autres qui peuvent le jouer, les Netflix et autres. C'est pas les broadcasts aujourd'hui qui amènent l'H265. On l'a vu pour l'instant, l'H265 on nous l'a annoncé, mais il est plutôt dans le monde du soft. Ouais. Donc moi, c'est vrai que l'année, elle est informatique. Et ceux qui sont dans le milieu informatique sont plus à l'aise que ceux qui sont dans le milieu broadcast, j'ai l'impression en tout cas, que eux, ça avance plus vite. Ouais. Bon, alors,
À vous écouter, j'ai l'impression que 2015 va surtout servir à préparer 2016. Je voudrais savoir ce que François, tu penses de cette année de transition ou pas? Ouais, enfin, je pense que les révolutions, et très honnêtement, ça fait quelques années qu'on n'en a pas eu. C'est les constats, nos deux rendez-vous annuels qui sont la Grand-Messe de Las Vegas dans le milieu professionnel de l'image, qui est le NAB en avril, largement couvert par Watch TV, un petit clin Très d'œil, largement, merci de et le souligner. l'IBC Amsterdam. Et donc, par rapport à ça, je vous dirais que très honnêtement, les révolutions, elles sont un peu latentes, on ne les voit pas. Moi, je qualifie Mescado d'une société de services dans le monde de l'informatique, appliquée au métier qui est les médias, qui est cette petite niche. Et je pense que ça s'est vu en 2015. Je vais vous donner un exemple qui est la question de la sécurité. Grâce en particulier à Sony Pictures et en France, l'exemple TV5 Monde, on sait maintenant qu'il faut être dans une perspective au niveau sécurité qui soit très proche de ce qui est fait limite en défense. Et on voit que ça couvre non seulement les entreprises publiques, mais les entreprises privées. Et on sait que la sécurité a eu un impact drastique. Et alors moi, je voudrais demander comme ça publiquement qu'on décerne la médaille de la Légion d'honneur à Jean-Pierre Vérine, qui est le directeur technique de TV5 Monde, pour tout le travail qu'il a fait et qui nous a clairement ouvert les yeux, parce que notre métier, qui est le métier de la vidéo professionnelle et de l'audio professionnel, n'était pas encore totalement rentré dans ce cadre sécuritaire qui est nécessaire si on veut être sérieux en 2016. Voilà. Et il faut pas oublier de ne pas mettre les mots de passe sur des post-it qu'on peut filmer quand on fait passer une équipe de tournage dans la salle de rédaction. C'est le béaba, mais je crois qu'on en a aussi nous en régie, hein, donc on va pas donner de leçons à qui que ce soit. Voilà pour première question qui posait un peu le décor. D'ailleurs, quand je vous ai demandé avant le début de l'émission s'il y avait un produit qui pour vous marquait cette année 2015, vous m'avez plutôt parlé de technologie. Alors justement, on va rentrer dans les technologies. On est tous d'accord pour dire que l'ultra haute définition, c'est la vraie année de démarrage de l'ultra haute définition. Pas encore côté diffusion, mais en côté production et côté équipement aussi avec les fabricants de télé. Qui veut prendre? Alors moi, je vais démarrer. Oui, Ah bah. Stéphane, j'allais dire que sur l'UHD, on a vu des stats, nous, quand on a fait notre première étude sur l'UHD en 2014, des grandes sociétés internationales qui donnaient 2% de part de marché en 2018. Et là, on a rajouté un zéro après le 2 pour dire « Oh là là, ça va être l'explosion ». Je crois que les chiffres qu'on a, c'est plus de 20%. Ce qui se trouve, c'est que vous allez dans n'importe quel magasin, vous avez un écran compatible UHD à 500 €. Il est dans la boîte. C'était un peu ce qu'on avait sur la 3D. Donc, vous ne vouliez pas la 3D, mais c'est de toute façon, dans la télé, vous aviez une paire de lunettes, ce qui était super pratique pour regarder en famille. Et je crois qu'on est un peu dans cette perspective-là sur le HD. Maintenant, je vais envoyer une perche directement à Stéphane. J'ai vu lors du dernier événement Stream for All, pas mal d'ayants droit de contenu, de producteurs qui avaient parié sur la 4K UHD et qui nous disaient très, très ouvertement moi, de toute façon, je produis en UHD. On a même eu des personnes qui nous ont parlé de surcoûts vraiment marginaux sur du documentaire, de l'ordre de quelques pourcents. Et là, je dis, ça y est, la page est tournée, on y est. Stéphane, la perche? Je la prends pas dans l'œil, je la saisis à deux mains. Merci François. Non, mais c'est vrai que l'UHD, ce qui est intéressant, c'est que pour les vieux comme moi, et peut-être comme François, qui ont connu la HD il y a... Moins barbu en tout cas. Ouais. qui ont connu la HD il y a 10-15 ans, on a le même phénomène. C'est-à-dire que les premiers à avoir plongé dans l'UHD, c'est les producteurs de documentaires. Ouais. Ils ont fait la même chose il y a 10-15 ans avec la HD. Ils ont une fenêtre de lancement. Ils ont pu financer mieux leurs produits. Ils ont plus possibilité de s'exporter. Et c'est vrai que le constat que fait François et que les producteurs font, c'est que globalement, ils gagnent plus d'argent, ils arrivent à mieux vendre leur contenu. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fenêtre de diffusion en France et que pour le moment, c'est à la fois des programmes de stock, donc on parie un petit peu sur l'avenir. Et ce qu'on a dit il y a un an reste aujourd'hui vrai, c'est-à-dire que l'UHD ne vient que par l'OTT, un peu par le satellite.
Oui, connexion, les box, Internet, over the top. Over the top, donc avec les porte-étendards, Netflix, Amazon, pas Apple, hein, mais les deux qui poussent vraiment le 4K, l'UHD. Le satellite qui commence aussi à proposer des choses assez intéressantes. Et on n'est plus dans l'expérimentation. Hein. On pourra aussi revenir sur le sujet. On avait dit que Canal peut-être se lancerait à la fin de l'année, c'est pas le cas. Donc ça a été repoussé, hein, la chaîne UHD que doit lancer Canal+. De combien, on sait? C'est quelques mois ou? Bah là-dessus, ils sont toujours assez discrets, mais normalement, il y avait eu des confs de presse qui annonçaient vraiment un décembre 2015. Donc pour le moment, c'est un nouveau silence radio. Bon, et c'était avant les bouleversements aussi bolloriens. Donc il faut voir ce qui va en être vraiment et la chute un peu des abonnés. Ouais. Je peux vous poser une question de Candide. J'achète un écran UHD à 500 € en magasin là, au moment des fêtes. Qu'est-ce que je donne à manger à ma télé UHD aujourd'hui? C'est un peu le régime Weight Watcher, c'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose. Soit tu as quelques contenus si tu as des offres sur Amazon, ouais. Soit tu... Amazon, ouais. Et non, Amazon, je sais plus d'ailleurs. François, on a Amazon en France ou pas? J'ai un doute là-dessus. Je n'ai pas testé, mais les tests qui ont été faits sur les gros services d'OTT mondiaux, on va dire, sont pas complètement convaincants. Oui. C'est-à-dire que on utilise le smooth streaming, donc le débit adaptatif. Et si vous avez de la chance que le ciel est bleu et que le réseau est libre, vous aurez de l'UHD. Donc ça peut aller de la micro SD pour votre smartphone jusqu'à la UHD et plusieurs fois pendant un même film. Maintenant, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. La version Blu-ray, c'est pareil, ça arrivera en 2016. Je pense que les bouquets arriveront en 2016. Et l'accélération via aussi les événements dont on parlait, sportifs et autres, seront importants pour ça. Ouais. Mais il n'y a pas de contenu. Alors justement, on parlait la semaine dernière lors de notre spécial en 3D, que vous avez été très nombreux à suivre, des JO qui seront donc captés, si je me souviens bien, ce qu'avait expliqué Fabien Ramblier de la TV 3D, donc en ultra haute définition 3D, hein, c'est ça? Est-ce que Moi, je suis pas au courant. Donc non, on en a discuté hier et j'ai pas l'information. Donc, mais toi, tu n'as pas l'information. Non, j'ai pas l'information sur une captation 3D et j'ai été voir. J'ai un peu surfé hier pour trouver de l'info. J'en ai pas du tout trouvé. Ce qui est vrai, c'est que ça va être capté en 8K avec donne conversion 4K. Sur les JO, mais sur la 3D, j'ai pas d'infos. Donc, il y en aura peut-être un peu plus dans une prochaine émission, mais moi, j'ai pas eu l'info. Ça fait déjà 2 fois qu'on tourne autour du sujet, donc prenons 2 minutes pour le traiter. Les JO peuvent vraiment jouer le rôle d'accélérateur depuis toujours. Mais est-ce que ça va être le cas au-delà juste des caméras dans les enceintes sportives qui vont capter voilà. Il y a, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on va dire planétaire, c'est qu'il y a déjà un effet je veux voir. Donc déjà les clients, c'est-à-dire le téléspectateur, va se dire les images vont être belles, c'est dommage, j'ai pas une télé qui est au top, je vais en profiter, je vais changer ma télé. Donc il va déjà avoir l'effet promotion de télévision. Donc toutes les télés qui vont arriver, de toute façon aujourd'hui, si tu veux être dans le marché, elles seront la part, ça va être l'UHD. Donc, elles vont être UHD. Donc, en théorie, le client va être équipé. Si le client est équipé, les diffuseurs, maintenant, vont pouvoir dire, nous, on va vous offrir un super spectacle, on va vous diffuser mais par quel tuyau? C'est ça, le même problème. C'est là où on a... C'est là où c'est compliqué. Je pense que François pourra nous rejoindre dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, la TNT UHD, c'est plutôt à des années-lumière dans une très lointaine galaxie, et c'est pas pour tout de suite. Donc, en fait, si on résume bien, c'est en offline, ça sera le Blu-ray. Alors, offline, donc c'est avec le support enregistré, et sinon, ça sera du satellite. Des systèmes de téléchargement, alors des systèmes hybrides où on pourra télécharger des contenus sur sa box, pas en streaming, mais télécharger le contenu style VOD et avoir une qualité pas trop mauvaise sur sa box. Pas en streaming parce que le débit est pas suffisant. Même avec de la fibre. Même avec de la fibre. Ça c'est hyper décevant. Mais parce que tout le monde n'est pas non plus fibré, et la fibre c'est bien, mais ça c'est aussi ça a aussi des limites. Alors là pour moi c'est une surprise et une mauvaise nouvelle. Je pensais qu'avec une vraie fibre
Maintenant, on a des fibres à 100, 200, 500, 1 gigabit par seconde. Je pensais au moins qu'avec cette fibre-là, on pouvait recevoir de la 4K en streaming. François, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cet homme ment, rassure-moi. Ouais, non, je vais botter en touche. Là, on parle de plus de pixels. Hein. C'est donc la 4K, j'ai quadruplé le nombre de pixels ou l'UHD. Il y a une deuxième tendance qui est de meilleurs pixels. Et dans cette tendance meilleurs pixels, on appelle ça le HDR, High Dynamic Range. Ça tombe bien, c'est notre sujet suivant. J'adore ça, j'adore. C'est Monsieur Transition. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle de faire fromage et dessert, donc de l'UHD en HDR. N'empêche que on risque de voir pas mal de contenu HDR faire son apparition. Donc la HDR pour les novices, c'est concrètement avoir une plage dynamique beaucoup plus large, donc entre les tons de basse lumière et les tons de haute lumière. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le White Color Gamut. J'y reviens. Et le troisième, c'est le HFR. Et j'y reviens aussi. Attends, parce que juste François, moi, je suis un peu primaire, mais si on n'arrive pas à faire passer de l'UHD, pourquoi faire passer de l'UHD HDR? Parce que le HDR, on peut l'avoir en HD. En HD. Ah. On peut l'avoir en HD. C'est pour ça que je parle de meilleurs pixels. Donc, ce sera fromage ou dessert, du coup, parce que... Eh bien, écoute, tout dépendra de ton appétit. On parlait de Weight Watcher tout à l'heure. Je n'ai pas d'action chez eux, mais ça dépendra de ton appétit. Mais ça veut dire que la HD HDR, quelque part, permet d'améliorer l'image et on va dire, de se contenter de la HD pour l'instant, c'est ça? Ça permet de se contenter de la HD. Il y a un deuxième point qui est le White Color Gamut, donc une palette de couleurs beaucoup plus large. Il y a par exemple des couleurs qu'on n'a jamais pu reproduire en télé, puisque notre gamme de couleurs, elle est basée sur un tube couleur des années 50, donc ça c'est compliqué. Et le troisième point, c'est le high frame rate, donc on rajoute plus d'images. Encore une fois, on n'a pas doublé ou quadruplé le nombre de pixels, mais on met plus d'images. Pourquoi plus d'images? Parce que dans le sport, ça a une réelle valeur ajoutée. Et alors là, je voudrais faire un petit cocorico, si vous me permettez, messieurs, en cette fin 2015. Nous te permettons. Cocorico au projet Forever, 4Ever pour ceux qui voudraient regarder sur Internet. Parce que Orange, France Télévisions et les autres ont réussi, dans la deuxième phase du projet, déjà à faire une démonstration de phénomènes que personne n'avait démontré par le passé, en HFR. Quand je double le nombre d'images, donc je passe de 50 à 100 images et que je code ça et que je veux l'envoyer sur un tuyau traditionnel, donc là on ne parle pas d'augmenter le débit, eh bien le résultat est meilleur à l'œil. Donc ça consiste à doubler le nombre d'images? Oui. On double le nombre d'images, donc on fait une captation à 100 images secondes au lieu de 50, sachant qu'aujourd'hui en HD, on est en 50 entrelacés, c'est votre télé qui les entrelace plus ou moins bien. Et donc, on s'aperçoit que finalement, si on captait en 100 images secondes, qu'on diffuse en 100 images secondes, au même débit, ce qui est important, donc ça passe dans les réseaux existants, on aurait un meilleur résultat à l'image, à l'œil. Vous confirmez, tu confirmes, Stéphane? Oui, tout à fait. Ce que dit François, c'est vrai. La seule chose aussi, malgré tout, le bémol qu'il faut ajouter sur le HDR ou le HFR, c'est qu'il faut normer tout ça. Et pour le moment, il y a plusieurs compétiteurs qui sont en jeu, comme souvent, sur différentes technologies sur le HDR. On peut aujourd'hui faire une chaîne de production live en HDR, mais voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme techno pour le codage. Et derrière, il y a un groupe assez important qui est Ericsson, qui pousse beaucoup sur le HDR HD. Ça joue beaucoup sur les défauts de la vision humaine, le HDR. C'est que si tu donnes un meilleur contraste à une image, tu as l'impression qu'elle est plus définie. Alors que c'est sur... Elle est juste définie. Si tu t'amuses à jouer sur ton contraste, sur ta photo, tu as l'impression qu'elle est plus définie. Mais par contre, tu gagnes aussi du détail. Et l'écart entre les hautes et les basses lumières, c'est vrai que c'est assez phénoménal. Et on voit du détail dans un ciel qu'on n'avait pas. Ouais. Alors, en tout cas, côté captation, c'est vrai que le HDR sur les caméras, c'est une fonction qui a explosé en 2015. Elle est en voie de se généraliser sur tous les types de caméras, de caméscopes. Les caméras, alors sur les caméras professionnelles, oui. Ouais. Ensuite, sur les caméscopes grand public, je
Je doute un peu vraiment de la fonction HDR sur ces caméras. Je sais pas. Parce qu'elle coûte cher à implémenter, parce que le public maintenant est habitué via les smartphones à la photo HDR en tout cas. Ouais, mais la vidéo c'est un peu plus complexe. Ouais, hein. Le codage est un petit peu plus compliqué quand même sur du motion, donc c'est du temps réel évidemment. Ouais. Donc faudra, et puis il faut que la chaîne soit respectée. Le HDR, c'est de la captation jusqu'à la diffusion. Il faut que ton écran soit HDR. Aujourd'hui, il doit y avoir 3 écrans compatibles, un chez Sony, un chez LG, un chez Samsung, pour le grand public. Donc là aussi, si ton écran ne le permet pas, tu n'as pas la qualité. Et on reparlera justement la semaine prochaine de 2016 après cette rétrospective 2015 et peut-être que la généralisation du HDR sur les écrans sera d'ici là, une semaine, il y aura une des tendances. Il se passera bien des choses d'ici la semaine prochaine, j'en suis sûr. Autre innovation qui a marqué l'année. Alors c'est pas une innovation parce que c'est une technologie qui est dans l'air depuis des années, mais on voit les casques partout aujourd'hui, Stéphane. La réalité virtuelle, le VR comme on dit. Ouais. C'est vrai que c'est absolument pas nouveau. Je m'entretenais d'ailleurs hier avec une personne qui était sur Screen for All, qui est Philippe Fuge, qui est à l'école des mines. C'est un événement, que tu organises. On avait organisé donc en octobre, où justement était aussi François, où il a modéré des conférences plutôt sur la partie UHD. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de visiteurs sur la partie VR. Donc là, Philippe, qui lui est quelqu'un qui travaille, qui est un ingénieur. Un professeur, etc., qui travaille dans la réalité virtuelle depuis 20 ans. Donc le phénomène, la techno n'est pas nouvelle. En France, on a un très très beau savoir-faire aussi au niveau de la réalité virtuelle, et je crois qu'on peut aussi faire un double cocorico. Ce qu'on voit arriver, c'est différentes choses. C'est aussi, je ne veux pas reparler de transition, mais c'est encore beaucoup du bricolage sur la captation et sur la post-production de ces contenus. On voit soit ce qu'on a connu ou ce qu'on connaît sur la 3D, les fameux rigs sur lesquels on met des caméras, ou des caméras qui font tout, qui sont donc des caméras 3D qui ont bifocales qui existent. Et sur la VR, pareil, vous avez soit des systèmes de caméras qui ont plusieurs optiques et on stitch, on colle ces bouts d'images les unes avec les autres pour faire une image panoramique, soit on a plusieurs petites caméras et ensuite posé sur un rig, sur un support, avec un angle précis entre chaque caméra, et on recrée l'image panoramique ou transpassante en post-production avec des logiciels appropriés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux sujets en un ? Parce qu'il y a l'aspect réalité virtuelle, et il y a aussi l'aspect 360. C'est le même sujet ou c'est deux sujets qui empiètent l'un sur l'autre, mais qui sont un peu différents ? François, peut-être. François. Oui, rajouter un point sur la partie réalité virtuelle. Alors, il y a toute la mouvance 360 degrés. Alors, Mescado a eu la chance d'intervenir auprès de France 24 pour proposer une émission 360 degrés pour les élections présidentielles françaises et américaines en 2012. Donc, c'était l'internaute qui, sur son deuxième écran, que ce soit tablette ou PC, pouvait choisir l'invité qu'il voulait avec le doigt en tournant autour de la table du plateau, voir sa bio, etc. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais, exactement. Les Américains vont lancer ça pour les élections américaines à venir. Donc ça, c'est un phénomène qui tend à se perdurer. Ce qui me bluffe assez, c'est que la réalité virtuelle, ça part dans tous les sens. Je vais vous donner un exemple. La SMPTE, célèbre organisme de normalisation dont Mescado est un membre actif, a un groupe de travail pour normaliser la distribution des métadonnées qui permettront de commander un device qui fait vibrer votre canapé. Alors vous pourrez éclater de rire, mais le device existe déjà, s'appelle un butt kicker, donc quelque chose qui va te donner un coup de pied dans le derrière. Et vous le mettez sous votre canapé, et les métadonnées qu'on fait passer avec le flux vidéo pour faire vibrer le butt kicker dans le canapé, c'est déjà normalisé. Et il y a un marché pour ça. Et c'est développé pour le football américain à la base, mais pourquoi pas d'autres applications. Ça rentre dans la catégorie des objets connectés ou pas ? Parce que oui, on va dire mi-réalité virtuelle, mi-connectée. On va dire ça. Juste pour rester sur la VR encore quelques instants, quel a été l'acteur qui a cette année le plus contribué à ce que ça avance ? Est-ce que c'est Google avec ses cardboards, là, ces visionneuses en carton finalement qui mettent
la techno à la portée de tous ceux qui ont un smartphone, grosso modo? Il y a plus, ce que dit François Evrac, c'est que ça part dans tous les sens, c'est un feu d'artifice, il va falloir que les choses aussi se recentrent, il va falloir normer certaines choses. Pour le moment, il y a de tout. Google, il a vendu ou donné, je crois que c'est 1 million de cardboard. Je crois que le New York Times l'a aussi distribué avec une de ses éditions, dans le courant de l'année. Voilà. Voilà. François a la sienne. Moi, j'ai mon petit cardboard. Ça m'a été donné à Screen for All par Digital Immersion, qui avait travaillé justement sur Rising Star et France 24. Tu peux rappeler ce que c'est, un cardboard, François? Donc, je vais le déplier, mais je vais pas vous faire la démo parce que je vais pas y arriver. Mais en le dépliant, après, je le mets sur mes yeux, je mets mon smartphone, mon smartphone devant, et ça me permet de transformer mon smartphone en objet virtuel, intelligent, en casque virtuel. Voilà. Ouais. Et ça vaut, quand ça n'est pas offert comme au privilégié dont tu fais partie, ça coûte 5 €, quoi. Voilà. C'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Mais il faut pas oublier quand même derrière un des gros poids lourds, c'est Facebook avec Oculus, qui va lancer donc la version définitive en début d'année. Ah ouais. Je crois que les premiers modèles sont distribués aux développeurs là, en ce moment. Ouais, donc ça va être important. Dans la famille Google, il y a YouTube qui a une chaîne aussi 360. Ouais. Voilà, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des contenus, c'est que de la vidéo. Ouais. Mais il y a des contenus où c'est interactif, c'est-à-dire selon ta position d'œil dans le casque, tu vas par exemple ouvrir une porte ou aller sur un autre espace. Ne pas oublier le son aussi. Le son est vraiment fondamental. Et là aussi, il y a des choses intéressantes au niveau de la normalisation. Avec, en France, il y a des boîtes comme Bicom. Il y a le groupe de recherche de France Télévisions avec Mathieu Parmentier, le son binaural. Voilà. En France aussi, on a pas mal de talents sur la VR. Voilà, pour rebondir sur les talents et qui a fait avancer le Schmilblick, moi je voudrais payer un tribute, comme diraient les Américains, aux 10 000 startups françaises qui font avancer le Schmilblick. Et je pense qu'on a montré qu'on avait beaucoup de talents en France. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Allez, et on en verra sans doute encore plus dans quelques jours à Las Vegas au CES, que vous pourrez suivre en direct sur Watch. Quotidienne en direct, 6, 7, 8, 9 janvier, 22h, 23h, on compte sur vous pour être avec nous. On sera en direct du CES à Vegas. Allez, il nous reste pas longtemps, il nous reste 2 petites minutes. Peut-être pour revenir sur le salon le plus récent, l'IBC, Fabrice, où les objets connectés n'ont pas eu vraiment leur place. Alors, c'est toujours un débat, on est d'accord entre nous, il y a le monde broadcast et le monde dit qui tourne autour, et les objets connectés qui maintenant rentrent dans l'univers de la production broadcast, à l'IBC finalement n'étaient pas vraiment là, à part les quelques objets Oculus où la VR était là. Vous, avec votre œil, là du coup, vous êtes vraiment impliqué parmi tous les acteurs. C'est pas quelque chose qui manque finalement. Le grand public va jouer avec tous les petits téléphones, les objets qui vont être là, et le broadcast pas encore. Attends, juste. Moi, j'ai quand même l'impression que les objets connectés sont partout, messieurs, et je pense que c'est justement, encore une fois, une non-révolution. C'est une évolution lente, mais ils sont partout. Quand on fait une recherche pour le sigle IoT, donc Internet of Things, objets connectés, ils sont vraiment omniprésents. Et qui dit broadcast dit diffuser. C'est pour moi un device cible de diffusion qui a maintenant a vraiment sa place. Ouais. J'arrive pas à concevoir le croisement entre l'objet connecté et le monde de l'audio, vidéo et de la télé. Oui, moi je vais vous prendre un exemple. AWOX, ancienne start-up comme Mesclado à Montpellier et start-up, eux on a une lampe connectée. Donc vous la mettez au plafond et elle vous permet de faire soit haut-parleur, soit relais Wi-Fi. Et concrètement, moi je pense que je vais m'équiper parce que je serais très content d'avoir un haut-parleur pour aller diffuser du son dans ma salle de bain en appoint à travers mon smartphone. Et je crois qu'elle fait aussi caméra de surveillance. Hein. C'est ça. Il y a un modèle avec caméra. Dans l'ampoule, on a aussi une caméra. Il m'a eu. Je vois. Bonne ambiance à la maison, François. Bravo. Hein. Bon, on parlait de l'IBC. Ça a été une bonne année pour l'IBC, François, ou pas? Ou un IBC de transition, peut-être?
Non, ça a été une année quelconque pour l'IBC, avec beaucoup de non-révolutions, mais vous voyez un truc qui est quasi invisible, et je pense que j'étais un des seuls à le mettre dans mon rapport de l'IBC qui est public sur le site de Mesclado, c'est qu'on a une grosse transition du produit vers le service. Donc, dans notre marché, donc la vidéo professionnelle, il y a de plus en plus de gens qui vont aller acheter du service, qui vont payer de manière trimestrielle ou annuelle, plutôt que s'embarquer sur l'investissement dans des systèmes, des produits et même du personnel. Merci beaucoup François. On arrive au terme de cette rétrospective 2015. Merci beaucoup Stéphane. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer 2016 et Fabrice, tu seras là toi aussi ? Ouais, l'année prochaine. Passez de très très bonnes fêtes et merci de votre fidélité à Watch où les programmes continuent. Salut à tous.